Bonjour Guy-Marie. Bonjour Bruno. Donc toi, tu as commencé à naviguer très jeune, je crois à l'âge de 16 ans. Et puis après, tu en as fait ton métier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours marin? Bah oui, en fait il est très très simple, j'ai toujours fait ça. Donc il y avait pas. J'ai été très très peu à l'école et dès l'âge de 15 ans, mes parents m'ont permis de partir vivre sur un petit bateau de 5,50 m. Et j'ai essayé de faire tant bien que mal mes études secondaires par correspondance, Ouais. tout en naviguant beaucoup. Et voilà, donc ça a été ma vie depuis mon adolescence en fait. Et après, effectivement, quand j'ai eu une vingtaine d'années, j'ai créé une école de croisière parce que je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre que de naviguer et puis d'essayer de faire passer ma passion aux gens qui venaient à bord, quoi. Donc, et de fil en aiguille, c'est devenu une vraie société et voilà quoi. Et j'ai exploité ça jusqu'en 2005. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes motivations pour la longue route, justement? Mes motivations pour la longue route datent de mon adolescence, avec forcément les lectures de Moitessier, Damien, etc., le Toumelin et Slocum. Et tout ça en vivant sur mon petit bateau de 5,50 m. Quand je partais j'étais basé en Normandie, à Ouistreham, je partais vers l'Espagne ou vers l'Angleterre, je mettais 4-5 jours, parce que le bateau avait des performances extrêmement limitées, évidemment. Donc je vivais 4-5 jours de haute mer pour moi, même si c'était que traverser la Manche. Donc je vivais avec la longue route en tête, avec toutes ces choses-là. Et donc pour moi, c'est une évidence. Et quand mon métier ne m'a jamais permis financièrement de réaliser mes rêves, à part de naviguer, et ce qui est énorme, et puis de vivre, ce qui est énorme aussi. Mais faire des navigations, pour moi, j'ai jamais pu. Donc c'est maintenant, à 57 ans, que je vais pouvoir enfin réaliser ça avec ce petit bateau, entre guillemets, qui correspond vraiment à ce que j'avais envie, quoi. D'accord. Et je crois que tu as navigué pendant un an avec ta famille et toujours avec l'idée de faire justement le tour du monde quand même en longue route. Oui, parce que quand j'ai acheté le bateau, il était en très 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 mauvais état. Et donc j'ai travaillé 4 ans dessus pour le remettre, pour l'aménager, puis pour le transformer, toujours dans l'idée de faire la longue route. Et on a décidé de faire un voyage en famille qu'on ferait avant. Je ne savais pas si j'allais faire mon tour du monde en solitaire et sans escale avant le voyage en famille ou après. Et on a décidé de le faire avant. Donc on est parti, et c'est pendant ce voyage que j'ai vu passer le petit article de Guy Bernardin qui proposait qu'on l'accompagne sur ce tour. Et à partir de là, je me suis dit, avec ma compagne, pourquoi pas rejoindre cette équipe d'aventuriers Donc maintenant on est 22, donc c'est juste, c'est formidable, quoi, c'est génial, c'est une grande famille, quoi. Oui, j'ai l'impression, hein, c'est vraiment, il y a vraiment un esprit de famille. Au niveau du bateau, est-ce que tu peux nous... Donc le bateau, tu l'as racheté il y a un certain nombre d'années, donc c'était quasiment une épave, comme tu disais. Qu'est-ce que tu as fait dessus? Tout? Alors oui, oui, enfin tout. Structurellement, il n'y avait pas grand-chose à faire, il était en parfait état. Par contre, le pont était à refaire, donc on a enlevé une grande partie du pont. J'ai construit 2 roufs parce que je tenais vraiment à avoir une timonerie abritée. J'ai toujours navigué sur des bateaux de course, des anciens bateaux de course, et en s'en prenant plein la gueule, entre guillemets. Donc ça, j'en voulais plus. Et donc j'ai construit les 2 roufs, je l'ai aménagé assez chaleureusement, parce que je trouve qu'un intérieur chaleureux, c'est réconfortant quand il fait gris ou mauvais dehors, quoi. Et autrement, je l'ai entièrement équipé au niveau électricité, etc. J'ai tout refait, quoi, j'ai gardé juste la mécanique qui était bonne, et ouais, tout le circuit électrique a été refait. J'ai transformé le gréement. À l'origine, c'était un bateau de course, c'était un tout honneur, donc il était gréé en 7/8. J'ai coupé le 7/8 parce que pour le programme du bateau, que ce soit pour la famille ou pour le tour du monde, je voyais vraiment pas d'intérêt, avec les risques liés au dématage, avec les empannages, avec les bastacs, etc. Donc je l'ai gréé en tête. J'ai juste coupé le 7/8, j'ai remis une tête de mât, c'est toujours le même profil.
j'ai gardé les Basta qui va être tenu de tous les côtés avec un triple étage de Basta, double Patara, des fausses Basta, 4 étais à l'avant, dont 3 sur enrouleur. Et voilà quoi, la transformation du bateau en général, c'est ça quoi. D'accord. Et donc ton tour en famille t'a permis peut-être de voir aussi des améliorations à apporter. C'est peut-être intéressant de l'avoir fait justement avant la longue route pour... Oui, c'est ce qu'on se disait justement. Et effectivement, d'abord ça a validé 90% de ce que j'avais fait. Et j'ai juste quelques petites transformations à faire au niveau du cockpit pour le rendre plus, on va dire, plus ergonomique, pour m'économiser sur certains postes de travail sur les winches. Mais vraiment, il n'y a pas grand-chose à transformer. Oui, donc ce voyage a été bénéfique pour la validation et pour les toutes petites modifs qui a apporté. Et surtout, ça a confirmé je suis bien dans mon bateau, même s'il n'a pas toutes les qualités. On fait un couple, on s'entend bien, quoi. On s'entend bien, donc j'espère qu'on ira loin et qu'on finira le tour tous les deux sans problème, quoi. Bah oui, bien sûr. Au niveau budget, ça se passe comment? Tu as réussi à avoir des partenaires ou... Parce que j'imagine que c'est quand même un budget relativement important. T'as fait peut-être une cagnotte ou je sais pas. Alors pour l'instant on n'a pas fait de cagnotte d'accord parce que je voudrais la cagnotte que je ferai, ça sera sur des choses bien précises, par exemple pour la voile d'avant ou pour un pilote ou des choses comme ça. Donc j'ai des contacts avec de futurs partenaires. Il n'y a rien de signé. Le budget global qu'il me faudrait correspond à peu près au budget de mes compagnons de route, c'est entre 30 et 50 000 euros. Oui. Partant du bateau tel qu'il est là, ça correspond à un changement de 2 voiles d'avant, à changer les batteries, changer le gréement et rajouter un pilote hydraulique sur la barre intérieure que j'ai dans la timonerie. Et donc j'ai des contacts avec des partenaires. On a fait un site internet qui permet de communiquer un peu et j'attends que ça se concrétise, voilà quoi. En espérant, en croisant les doigts et oui, je vais avoir besoin de partenaires, ça c'est sûr. Ouais. Oui, et puis c'est jamais facile. C'est jamais facile, c'est pas facile de se vendre, c'est pas facile de demander, c'est pas du tout mon truc. Et par contre, j'aime bien communiquer, j'aime bien faire partager mes navigations, mes passions. Et donc, oui, par rapport à des futurs partenaires, j'aimerais bien qu'il y ait un échange même que les gens viennent naviguer après ou même avant pendant la préparation sur le bateau, ça me paraît bien quoi. D'accord. Et au niveau équipement électronique, tu as des choses à rajouter? Je pense que tu as un téléphone satellite donc tu as peut-être déjà d'ailleurs. Ouais, il y a déjà le téléphone satellite de base, enfin l'Iridium. Tout comme mes compagnons, là je crois qu'on va partir avec des Iridium Go et peut-être une balise InReach qui permet d'avoir une position, envoyer la position, de localiser le bateau, une position journalière qui alimentera le site. Et autrement, non, à part rajouter un pilote hydraulique sur la barre intérieure, j'ai tout ce qu'il faut, quoi. C'est pas au niveau de l'électronique. J'ai des panneaux solaires à rajouter quand même, parce que au niveau de la charge électrique du bateau, j'ai un alternateur d'arbre que je pourrais pas faire tourner tout le temps parce qu'il y a la fatigue du pressé-toupe, la fatigue de l'inverseur. J'ai une grosse éolienne qui débite pas mal, on a pu s'en rendre compte pendant le voyage, et donc des panneaux solaires à rajouter sur la timonerie. Le bateau n'a pas beaucoup de place, ne dispose pas de beaucoup de place sur le pont, donc je vais faire le choix de panneaux souples en espérant que ça débitera assez, quoi. Donc ça, c'est pas encore validé, mais voilà. Oui, il faut trouver les bons modèles. Il faut trouver les bons modèles, sûrement, oui. Et puis, surtout, pendant le voyage, je vais faire en sorte de ne pas utiliser tout le temps la même chose. Genre, je ferai un peu d'alternateur d'arbre, de l'éolienne, pour pas user... Enfin, je vais essayer de gérer d'alterner les ressources, ouais. Bien sûr. Ouais. Et puis économiser, quoi. Tout à fait. Économiser l'électricité, quoi. Okay.
En termes d'avitaillement, donc je pense que tu prévois des coffres à l'intérieur pour justement mettre un petit peu tout l'avitaillement. T'as des options un petit peu spécifiques ou... Alors la seule option, c'est que j'aime bien manger. Oui. Et donc j'aime bien manger, j'aime bien faire à manger, ouais, je crois, ouais. Et j'ai pas de budget. Donc en fait, le lyophilisé me paraît pas très indiqué dans par rapport à mon portefeuille. Oui. Donc je vais surtout faire comme à l'ancienne, quoi, avec boîtes variées, légumes, pommes de terre, oignons dans les premiers temps, quoi, jusqu'à ce que ça tienne. Et puis riz, pâtes, céréales. J'aime bien manger, mais je suis pas difficile, donc je peux me contenter enfin, rien me fait plaisir, donc ça c'est déjà bien. Et puis pêche, et voilà, je crois pas trop à la pêche parce que je suis une grosse brêle, mais on sait jamais. Ouais. Des fois que ça fonctionne, j'essaierai et je vais faire des efforts, mais oui, puis je crois que c'est plus facile sur l'Atlantique que dans le Grand Sud. Ouais, dans le Grand Sud, je crois qu'il n'y a pas, d'après ce qu'on me dit, j'ai pas l'expérience du Grand Sud, mais d'après ce qu'on me dit, c'est pas la poissonnerie du coin, quoi. Non, c'est ça. Ouais. D'accord. Et au niveau alimentation en eau, tu prévois un dessal ou... Alors oui, dans l'idée, j'aimerais bien avoir un dessal. C'est toujours pareil, c'est le budget qui décidera. Je sais qu'il y a un petit dessal qui fait 5 litres heure. On peut le manœuvrer manuellement et électriquement. Donc celui-là me paraît pas mal. Et autrement, j'ai des gros réservoirs. J'ai des réservoirs que je vais dédier à la récupération d'eau de pluie. Oui. J'ai un système de récupération d'eau de pluie qui est installé à l'arrière. Là, c'est un taux avec un entonnoir. Oui, voilà, ouais. Mais qui peut être gardé en permanence. Donc on n'est pas obligé de l'enlever ou de le mettre. Ça. Mais dans un réservoir dédié. Dans un réservoir dédié, voilà, exactement, pour pas amener de bactéries dans l'eau douce. Et puis le bateau a quand même des rangements suffisants pour emmener des bouteilles d'eau. Oui. Donc je vais faire jerrycan, bouteilles d'eau, réservoir et récupération d'eau de pluie. Oui. Voilà. D'accord. Et du pinard. Et du pinard. Important pour économiser l'eau. Ben voilà, tout à fait. Tout à fait. Ça prend un peu le même volume. Mais... Oui, mais c'est pas le même plaisir. Oui, non, bien sûr, c'est important. Oui. Ouais. Non, mais de toute façon, si tu aimes bien manger, effectivement, c'est un petit peu de vin, ça accompagne bien, voilà. De toute façon. Au niveau gestion des déchets, tu as de la place de toute façon pour les stocker. Et tout simplement, ce qui est embarqué restera à bord, donc ça pourra prendre que moins de place parce qu'on comprime les boîtes de conserve. Oui. On attend avec impatience le compacteur de déchets que nous a proposé Alexia. Oui. Et donc ça ça j'attends d'avoir ça avec impatience. Et je vais stocker mes déchets à bord, quoi. Et au niveau de l'odeur, j'ai des compartiments relativement étanches, donc ça va être géré. Et puis il suffit de les nettoyer, quoi. Je veux dire, une boîte de conserve, on la nettoie et puis avant de la compresser, et puis voilà. Il y a de l'eau pour nettoyer. Il y a de l'eau pour nettoyer. Et les déchets organiques passeront par-dessus bord, donc voilà, quoi. Non, ça ouais. Et sinon, au niveau de la forme physique, je sais que Guy Bernardin avait, à une époque, sur un de ses tours du monde, sur son spray, avait mis un vélo d'appartement pour faire un petit peu de sport à l'intérieur de son bateau. Est-ce que tu as quelque chose de prévu ou envisagé? J'ai surtout prévu de me reposer parce que je suis un gros flemmard et que et non, alors j'ai jamais été j'ai navigué entre 250 jours et 300 jours de mer par an pendant presque 25 ans. Et j'ai jamais été confronté à un manque de forme physique. D'accord. Et alors là, c'est vrai que moi, j'ai jamais navigué autant de temps sans m'arrêter, mais c'est quelque chose qui m'inquiète pas trop, bizarrement. Oui. Alors peut-être je me trompe, mais et du coup je le paierai à mes dépens, mais je crois pas, parce que en fait moi j'aime bien faire corps avec le bateau, être debout dans le cockpit, on bouge tout le temps,
J'aime bien manœuvrer. Donc je pense que... Voilà, peut-être je me trompe, je ne sais pas. Mais non, j'ai rien prévu d'entretien physique autre que les manœuvres du bateau. Et tu montes, tu descends. C'est un bateau qui n'est pas facile à ce niveau-là parce que j'ai plein de niveaux. J'ai des marches pour aller dans la timonerie, pour descendre, pour aller sur le pont, pour enjamber, non, je vais faire avec mon bateau. Voilà. C'est... Ok. On va peut-être faire un petit tour du bateau tu vas peut-être nous faire visiter un peu le bateau parce qu'il y a à voir. Ouais. Voilà. Donc on est dans la timonerie. Donc là voilà, on est dans la timonerie. C'est l'endroit où je passe le plus clair de mon temps. J'ai tous mes instruments devant moi. Je l'ai équipé avec une barre hydraulique qui me permet de barrer à l'abri et d'économiser les pilotes. Quand je parle des pilotes, j'ai oublié de préciser que j'avais un régulateur d'allure aussi. Donc c'est important aussi pour l'économie, que ce soit d'électricité ou de la mécanique des pilotes électriques. Oui, cette timonerie, j'y passe le plus clair de mon temps, quoi. Il y a une vision à 360 degrés, je peux voir mes voiles, je suis à l'abri, la porte est étanche. Et je vais même concevoir une petite couchette démontable en latéral là, qui me permettra de veiller et de somnoler si j'ai besoin de relayer les pilotes, s'il y a une défaillance des pilotes. Ça me permettra dans le sud de barrer sans trop me fatiguer. Voilà, donc pour moi la pièce indispensable, principale du bateau. Alors, autre particularité aussi de la timonerie, c'est que en fait, elle est posée sur le premier roof que j'ai construit et elle peut être étanche. C'est-à-dire que si jamais j'avais un bris de hublot ou de la timonerie elle-même lors d'un chavirage, je peux refermer complètement le bateau avec un système de capot classique là. Et le plancher de la timonerie est auto-videur, tout comme le cockpit. Donc c'est une deuxième sécurité. C'est vraiment une partie du cockpit, quoi. C'est une partie du cockpit, ouais, et qui peut être, qui en cas de problème, ouais, peut être rendu. L'intérieur du bateau sera étanche par rapport à la timonerie si jamais il y a un problème, quoi. Donc là où tu te situes à l'extérieur, là, Bruno, il y a un petit abri sous la casquette là qui permet d'être abrité tout en étant à l'extérieur, abrité du vent, et le cockpit sera légèrement transformé au niveau de la répartition de l'accastillage. Je vais le refermer plus, je vais enlever les deux petits sièges de barre qui ne me serviront pas, et les îloirs refermeront l'angle du cockpit pour pouvoir manœuvrer bien à l'abri là. Ça c'est notre voyage d'1 an qui m'a permis d'imaginer ces modifications là. En descendant de la timonerie, à tribord là on a la cuisine qui est conçue pour cuisiner par tous les temps. J'ai une barre qui se remet ici là avec celle-ci, donc on est coincé quel que soit la gîte du bateau ou les mouvements du bateau, on est coincé. On est très 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 bien installé pour cuisiner. Ensuite de l'autre côté j'ai un grand frigo, mais bon ça il servira pas beaucoup. Un poêle à gasoil avec 4 radiateurs qui marchent parfaitement bien. Et oui, il y a 4 radiateurs il y en a un à l'avant dans les toilettes, un dans le carré derrière les pontis, un dans la cabine arrière et dans la cabine des filles. Ensuite le carré. La table sera démontée parce que j'en aurai pas besoin. Et il y aura un coffre central ou pas, je ne sais pas encore, ça dépendra de ce que je vais décider par rapport au coffre que je vais construire à l'arrière. Ma couchette de mer, c'est là où je viendrai me reposer et dormir. Et ensuite on va passer à l'avant. Alors c'est en bazar évidemment, parce que c'est en travaux. Avec un atelier que je vais garder, mais qui sera allégé de tous ces outils, etc., qui seront remis sur l'arrière. J'aurai le moins de poids possible sur l'avant. Je vais supprimer les capots ouvrants. Je vais les rendre fixes. Et
toujours pour éviter les entrées d'eau éventuelles, parce que le bateau va quand même passer pas mal de temps avec des gros embruns sur le pont. Et autrement, les toilettes, je les garde là. Elles sont très très utilisables à la mer, donc je vois pas pourquoi je changerais de système. Donc voilà, je vais fermer tous les équipés évidemment, oui, pour qu'il n'y ait pas de problème de... tout sera fixé également, les planchers, les coffres, en cas de chavirage, il faut que rien ne se promène, quoi. Donc là, on arrive dans ce qu'on appelait la cabine des filles pendant notre voyage, et qui est en fait une coursive pour arriver dans la cabine arrière. Et ça va être transformé en coffre où le principal du ravitaillement sera là. Le coffre devant nous, là, c'est le capot moteur. Donc ça restera tel quel. Il sera juste fixé toujours pareil en cas de chavirage. Et dans les couchettes qu'on voit là-bas, les deux couchettes supérieures et la couchette derrière nous là, je vais construire des coffres avec des compartiments pour stocker que ce soit les légumes ou les boîtes de conserve et les bouteilles d'eau. Et donc si je trouve que c'est suffisant au niveau des rangements ici, je ne ferai pas de coffre dans le carré, où je mettrai mes voiles par terre. Ou alors je referai un coffre à la place de la table du carré. Et là tu bouches aussi le... Et là j'enlève le capot, ouais. J'enlève le capot et ouais, j'enlève tous les... Donc ici c'est la cabine arrière, c'est la cabine des parents, entre guillemets, la suite parentale, et surtout avec un petit bureau qui est bien confortable à la mer, avec son fauteuil et une sangle qui permet de bien rester calé à la gîte. Je ne sais pas si je m'en servirai. Dans mon esprit, je pense que je vais surtout stocker des voiles ou du matériel. Mais je vais garder l'accessibilité au bureau, et c'est un endroit où j'aime bien me retrouver pour écrire ou pour lire confortablement. C'est un des endroits les plus confortables du bateau, donc c'est convivial, ouais. Je vais le laisser. Je vais pas trop le transformer en soute. Je vais me servir certainement de l'espace de la couchette pour stocker des choses légères dessus, volumineuses, telles que les voiles, mais je vais garder les bibliothèques et ce genre de choses. J'ai également mon ordinateur de navigation qui est là et qui est bien au sec, et donc que je laisserai là. Et j'ai un petit ordinateur portable étanche qui sera dans la timonerie, donc... Voilà. Alors le bateau est bien compartimenté, ce qui permet d'avoir des zones humides et des zones les plus sèches possibles, quoi. Si on peut parler de sec en mer, mais quand même je ferai attention à par exemple pas mouiller l'arrière du bateau et le carré le moins possible, quoi. Et la timonerie, tu la fermes. Et la timonerie, elle est fermée, ouais, elle sera fermée par un rideau plastique. Et il y a un capot qui se met en permanence d'ailleurs pendant qu'on navigue, qui ferme le haut de la timonerie. Là. Et donc ouais, je ferai attention à descendre le moins d'eau possible à l'intérieur du bateau. Et ça me semble important, quoi. Ok, bon, peut-être aller voir un peu l'extérieur. Ouais, sous la pluie. Donc voilà, donc on se retrouve à l'extérieur.
Je vais garder dans le principe. Alors là, on voit l'éolienne qui est couchée là parce que on est en train de préparer le dématage du bateau et on est obligé de la coucher parce que le travelift ne peut pas prendre le bateau si elle est en place. Donc je vais garder les 2 barres. Je vais enlever les deux sièges de barre et les îloirs là qui sont actuellement qui s'arrêtent là devant la barre vont revenir sur l'arrière. Ils vont refermer l'angle du cockpit. Et ce qui me permettra de manœuvrer à l'intérieur du cockpit beaucoup plus simplement. Le winch central, la self-tailing, viendra sur une colonne à hauteur d'homme dans le cockpit là, et ça me permettra de tout ramener, tout ce qui arrive de l'avant arrivera sur ce gros winch là. Donc voilà, c'est la seule modification importante qui aura lieu sur le cockpit. Donc autrement, au niveau des transformations, sur l'avant, je vais boucher le capot d'accès à la voilerie, ce que je vous disais à l'intérieur, pour assurer l'étanchéité du bateau. Et je vais rajouter un enrouleur. On a déjà 2 enrouleurs actuellement. Bon, ils sont en train d'être démontés puisqu'on va démater le bateau là. Donc j'ai 2 enrouleurs à l'avant avec un Genoa ou un Yankee et derrière un Solent. Ensuite, un étai de trinquette qui est largable actuellement et qu'on va passer sur enrouleur, donc avec une trinquette sur enrouleur. Et on va rajouter un étai largable du coup juste devant le capot de voilerie là, et sur lequel on pourra envoyer un tourmentin ou une voile de très gros temps quoi. Voilà, c'est les seules modifications qui vont être apportées. Donc tu gardes le guindeau Je garde le guindeau en bouchant et le mouillage sera stocké à l'intérieur du bateau au milieu. Et l'encre sera en pied de mât sur un support spécifique et bien tenu. Et le guindeau, je le garde parce que je me dis que si j'ai besoin de faire des efforts pour créer un gréement de fortune en cas de dématage, des choses comme ça, je serais peut-être bien content d'avoir quelque chose qui m'aide à hisser des choses lourdes. Donc voilà. Autrement, au niveau du gréement, on change évidemment le haubanage. On change les cadennes également pour la sécurité. Et je rajoute un étage de bastac et des fausses bastac également pour la tenue du mât. Et le canot de survie ne restera pas là où il est. Là, il va dans le cockpit, dans un endroit abrité, mais facilement accessible. Bon, on s'est un peu fait mouiller finalement, Voilà. vu le temps qu'il fait ici en ce moment. Donc, je vais te remercier quand même de cette belle visite et d'avoir vu. Et puis, on va te souhaiter bon vent pour cette longue route. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis oui, merci à toi Bruno de nous faire ces interviews qui sont super. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir tous les bateaux et tous les compagnons de route là. Je trouve ça super ce que tu fais. De faire un petit point de tous les bateaux. Malheureusement, je peux pas voir tout le monde. Mais... Oui, parce qu'on est disséminés quand même un peu partout là, mais faut y aller. C'est bien. Et puis c'est bien parce que certainement tu viendras nous voir une fois que les bateaux seront prêts, donc on pourra voir les différences avant-après, et ça c'est bien. C'est vrai qu'ils sont tous dans un état de rangement approximatif, mais c'est sympathique. Au moins on voit que ça vit. Voilà. Ok, merci Guy Barry. Merci à toi Bruno. Au revoir.